Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, alors que ces derniers mois, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal lu. La plupart des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai lus dans le cadre du prix des lecteurs qui est organisé par Livre de Poche. Et clairement, il y a de tout. Il y a de tout, il y a du bon et du moins bon selon moi. Mais avant qu'on se plonge dans ce petit update lecture, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez me donner un peu de force. Sur ce, prenez votre thé, un café ou un truc à grignoter et on y va. Alors, l'un des livres que j'ai lu ces derniers temps, c'est Né d'aucune femme de Frank Buis. Quand ce livre est sorti, je le voyais partout et je me rends compte que le fait de l'avoir vu partout, de voir d'assez bons retours dessus et aussi la couverture que je trouve, vraiment très, très belle, ça m'a tout de suite donné envie de le lire alors qu'en vrai, je connaissais pas l'histoire, mais alors vraiment pas du tout. Tout ce que je savais sur Né d'aucune femme, c'est qu'on le décrivait comme un grand roman féministe mais maintenant que je l'ai lu, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on décrit ce roman comme un roman féministe. C'est-à-dire que c'est un roman qui parle de femmes, c'est un roman qui parle, des difficultés que les femmes peuvent rencontrer, mais j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ce roman particulièrement, est un roman féministe. Du coup, petit résumé de Né d'aucune femme avant que je vous donne mon avis sur ce livre. Donc c'est un roman assez gothique, assez sombre et ça se déroule au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Ça commence dans un hôpital psychiatrique, ou même une prison, je sais pas trop ce que c'est et il y a une femme qui vient de décéder et lorsque le prêtre vient pour faire, les derniers sacrements, la petite prière et cetera, avant qu'on l'enterre. Il y a une infirmière qui va donner au prêtre le journal intime de la femme qui vient de mourir et elle lui demande de lire ce journal intime pour que, la vie de la femme qui, vient de décéder ne tombe pas dans l'oubli et du coup, pendant que le prêtre va lire le journal intime de cette femme, on va également découvrir la vie de Rose qui a à peine 14 ans. Donc Rose vit avec ses parents et avec ses petites sœurs et ils sont pauvres, clairement ils sont pauvres, mais en soi, on a l'impression quand même qu'ils sont heureux. Enfin moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'était genre, ils sont pauvres, ils ont pas grand-chose, mais quand même ils arrivent à faire avec ce qu'ils ont et à être heureux, à être bien à être bien dans leur basket. Mais voilà, on vit dans un monde de merde et le père de Rose va la vendre à un inconnu pour genre quelques pièces, genre vraiment pas grand-chose. Et en fait, le gars à qui son père va la vendre, c'est un homme qui est assez puissant, un homme un peu mystérieux, on comprend pas trop. Par contre, ce que je comprends assez rapidement, c'est que, c'est un fou. C'est vraiment un fou et il va faire la misère à Rose. Alors dans ce livre, il y a 10 000 trigger warnings, genre, vraiment tous les trigger warnings possibles et imaginables sont dans ce livre. Il y a des scènes, très explicites, voire, moi je dirais même trop explicites. Il y a des moments, je me suis dit: Franchement, pour avoir un petit peu moins de détails, ce serait pas de refus». Donc faut vraiment avoir l'estomac accroché quand on lit ce livre. Il y a des scènes avec des violences psychologiques, des violences physiques et des violences sexuelles. Genre, c'est vraiment dur à lire. Mais je vais pas mentir, à partir du moment où je l'ai commencé, en fait, j'ai pas pu le lâcher parce que l'histoire était vraiment prenante et je pense à des moments, j'étais tellement choquée, j'étais tellement traumatisée par certaines scènes que, même, je pense inconsciemment, je me suis dit: «Je dois le finir rapidement» parce que si je m'arrête dans ma lecture et que je laisse passer, quelques jours avant de le reprendre ou même si, je le lis sur plusieurs semaines, ça allait tellement m'angoisser je pense que ça allait tellement m'angoisser que j'allais finir par le poser, dans un coin, vraiment le laisser, quelque part et en fait pas le reprendre. Parce que vraiment les scènes sont dures. Après, j'ai quand même apprécié la plume de l'auteur, la façon de nous raconter la vie de Rose, juste, c'était archi choquant pour mon petit cœur. Moi, je suis partie des âmes sensibles, en fait. Donc il y a des scènes, c'était beaucoup trop. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'était un roman qui, pour moi, n'était pas forcément féministe, parce qu'on n'a pas forcément de solidarité féminine entre les personnages. J'ai pas eu vraiment l'impression qu'on voulait mettre en avant un personnage fort, un personnage qui tient tête aux gens. Le personnage de Rose, en fait, je la trouve plutôt résiliente, même sa mère, en fait, c'est des femmes qui, sont résilientes face à leurs difficultés, qui sont, en fait, là pour survivre. Elles font tout ce qu'elles peuvent, tu vois, pour, ne pas se noyer dans ce cauchemar
et Rose, du coup, elle va passer par plusieurs phases. Elle va avoir, du coup, au début l'espoir, elle va être un peu combattante, après elle va être résiliente, après elle baisse les bras, elle attend la mort. Enfin, vraiment, on sent dans son histoire qu'elle est passée par, tous les états d'esprit possibles et la mère de Rose, c'est un peu la même chose. Finalement, elle est assez résiliente parce qu'elle doit vivre en se disant que son mari qu'elle aime, tu vois? A vendu leur fille qu'elle aime aussi. Donc elle est vraiment dans un bah, elle a le cul entre 2 chaises. Disons la vérité, elle a le cul entre 2 chaises. Elle sait pas quoi faire et tu sens qu'elle mène vraiment un combat, en fait, durant ce livre. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment choquée dans ce livre et en soi, je devrais pas être si choquée que ça, mais ça m'a quand même choquée dans ce livre, c'est la facilité avec laquelle on peut être méchant les uns envers les autres. Genre vraiment dans ce livre, les gens sont tellement méchants, surtout quand il y a un rapport de force, en fait, qui s'instaure entre les personnages. Par exemple, on a le maître, donc celui qui a acheté Rose, bah, il écrase totalement le père de Rose, en fait et tu sens durant le livre qu'il prend plaisir à dominer le père de Rose et à dominer tous les autres personnages de ce livre parce qu'il sait qu'il a de l'argent, il sait qu'il a une certaine, carrure physique, en fait, qui lui permet même de dominer physiquement les gens s'il doit y avoir, un petit combat, tu vois, entre, entre mâles pas dominants et en fait, je crois qu'au-delà, des misères de Rose durant le roman, moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est les violences des rapports entre les personnages de livre. Parce que c'est pas juste les hommes qui sont violents envers les femmes, c'est aussi, beh, les hommes qui sont violents entre eux et limite, des fois, j'ai trouvé que, bah, les hommes étaient beaucoup plus violents entre eux que, envers les femmes. En tout cas, dans ce livre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, du coup, j'ai mis 4/5 Années d'aucune femme et je pense que si vous avez aimé Le bal des folles, bah, je pense que vous apprécierez également pas mal ce roman. Mais je me répète, si vous devez le lire, bah, lisez-le d'une seule traite et si vous avez une âme sensible, faites attention à vous, genre, vous dites pas: «C'est le livre de l'année pour moi». Ensuite, j'ai lu Les variations sentimentales d'André Aciman et c'est le seul livre de cette update lecture que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lire. C'est un contemporain dans lequel on va suivre Paul. Paul, c'est un homme qui est bisexuel et qui se demande ce qu'il attend de l'amour et de la vie. Et en fait, il va se poser cette question pendant 500 pages. En vrai, le livre, il fait pas 500 pages, il fait 350 pages. Mais je vous assure que je l'ai vécu comme un livre qui faisait 500 pages. Il était horrible ce livre. En fait, chaque partie du livre va se concentrer sur une des relations amoureuses de Paul. Donc il me semble qu'il y a 5 parties, mais il y a une partie qui m'a pas mal agressée, qui m'a pas mal perturbée et qui m'a clairement sortie de ce livre, c'est la première partie. Voilà, voilà. Dans la première partie, en fait, on va parler du premier amour de Paul. En soi, ça aurait pu être mignon, mais en fait, il y a trop de choses qui m'ont trigger dans cette partie et moi, ça m'a, dégoûtée. Genre littéralement, ça m'a dégoûtée. Déjà parce que son premier amour, il a une vingtaine d'années, alors que Paul, à l'époque, il a 13, 14 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est les années collège et la façon qu'il a eu d'expliquer ce crush, j'ai pas du tout trouvé ça attendrissant. J'ai trouvé même que c'était pas possible, qu'il y avait trop de détails et il y a des détails que j'aurais voulu ne pas savoir et vu qu'on est dans la tête de Paul, voilà, on est dans la tête de Paul, donc un enfant de 12, 13, 14 ans qui a un crush pour une personne de 20 ans et le gars s'invente des vies et il crée en fait une ambiguïté entre ce crush majeur et lui, enfant mineur qui va au collège. Et moi, ça m'a mis ultra mal à l'aise en fait. Je me disais: «Pitié que ça ne parte pas dans la pédophilie», alors que bon, on était dans la tête d'un enfant, donc ça n'allait jamais arriver. On ne sait pas finalement ce que pensait, cet homme, d'une vingtaine d'années. Mais moi, j'étais très, très mal à l'aise. Je le répète, j'étais vraiment très, très, très mal à l'aise et je me demandais, beh, quand est-ce que ça allait se terminer? Quand est-ce qu'on allait arrêter de parler de ce crush? Et surtout, j'espérais que ce soit pas le thème principal de ce livre et Dieu merci, ça l'était pas parce qu'au bout de 100 pages environ, on est passé à la deuxième partie, mais en fait 100 pages sur les 350 pages, bah, ça représente, presque un tiers du livre. Donc quand pendant, bah, un tiers du livre, tu es ultra mal à l'aise et que le personnage principal, il te dégoûte, c'est compliqué de s'investir, en fait, dans les 250 pages restants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout qu'au-delà du malaise entre la fake relation entre Paul et son crush, majeur, j'ai trouvé que Paul, c'était pas du tout un personnage qui était attachant.
Je l'ai trouvé que c'était un homme vraiment pas facile à vivre. J'ai eu du mal à créer moi-même une relation avec Paul. Déjà parce que je le trouve très égoïste, disons la vérité, et j'ai trouvé qu'il était un peu stalker sur les bords. Vraiment, j'ai eu l'impression que toutes ces relations commençaient avec un brin d'espionnage et d'obsession pour la personne qui lui plaisait. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un ou en tout cas qu'il crochait sur quelqu'un, je me demandais: «Est-ce que ce contemporain va rester un contemporain ou est-ce que ça va devenir un thriller?» parce qu'il était toujours à ça de séquestrer quelqu'un dans une cave. Vraiment, j'étais pas sereine durant ma lecture. En soi, j'ai pas grand-chose à dire sur les variations sentimentales parce que j'ai pas aimé Paul. J'ai trouvé que ses relations étaient ennuyantes et qu'elles étaient aussi sans intérêt. Ce que j'ai trouvé encore plus, dommage, c'est que c'est la première fois que je lis un roman avec un personnage principal qui est bisexuel et j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus cet aspect de la vie de Paul. Déjà parce qu'il a mis du temps à s'avouer qu'il était bisexuel et aussi parce qu'on voit que la façon dont il vit ses relations, donc que ce soit avec un homme ou une femme, on voit que ça impacte pas mal sur son bien-être et j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus cet aspect. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que j'ai mis 2 aux variations sentimentales et pour être honnête, je pense que c'est plus un 1,5 qu'un 2. La plume de l'auteur est fluide. Par rapport à ça, j'ai absolument rien à dire, mais ça n'a pas du tout suffi pour me faire apprécier ma lecture. Pour contrebalancer, ce petit flop qui était les variations sentimentales, on va parler d'un roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh. Je pense que ce livre, c'est le roman le plus what the fuck que j'ai lu depuis le début de l'année. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce livre, petit trigger warning, c'est un livre qui parle de dépression et c'est fait avec énormément d'humour noir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec, ce thème, bah, je vous recommande de ne pas le lire et si vous voulez pas m'entendre parler, de ce thème, ce que je peux comprendre, je vous propose de passer au livre suivant qui est, je pense, un petit peu plus joyeux. En vrai, c'est pas vrai, il est pas un peu plus joyeux, mais ça parle d'un autre thème. Donc cette histoire se déroule en l'an 2000, première année de ce 21e siècle qui, selon moi, est de plus en plus décevant et on va suivre une jeune femme dont je n'ai pas le nom parce qu'on ne nous le donne pas. Voilà, voilà. Et elle est riche, elle est belle, elle est orpheline et elle n'arrive pas à trouver un sens à sa vie. Clairement, elle sait pas trop ce qu'elle fait sur terre, si je dis la vérité. Et du coup, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu durant ma lecture. La protagoniste va se dire qu'au lieu de se suicider, elle va juste passer un an à hiberner. Donc elle va dormir pendant un an et elle se dit que si après cette année de pause de vie, ça ne va pas mieux, bah, elle se suicidera parce que, bah, tant pis. Donc c'est un peu borderline, j'avoue, mais disons la vérité, j'ai un humour assez particulier et ce livre a un humour, plus que particulier. Du coup, j'ai beaucoup rigolé. Déjà parce que le personnage principal est totalement déglingué et même lorsqu'elle prend des décisions qui sont logiques, tu vois bien que finalement, ces décisions n'ont aucun sens. Par exemple, son objectif, c'est de dormir toute une année. C'est ce que je vous disais juste avant et elle va se dire que pour dormir toute une année, bah, elle va devoir prendre un certain nombre de médicaments qui la mettent HS. Du coup, elle va chercher une psychiatre et elle tombe sur une psychiatre, qui est vraiment incompétente. Je pense que c'est la psychiatre la plus incompétente de la planète et cette psychiatre, elle lui prescrit des médicaments vraiment comme si c'était des Haribo. Vraiment et elle lui dit: «Tiens, tu devrais tester ça, ça, ça. Il y a des essais cliniques sur ça. Tiens, teste, mélange tel et tel médicament». Vraiment des trucs à ne pas faire du tout et même là, elle rencontre la psychiatre. Elle sait que la psychiatre est totalement irresponsable. Elle sait qu'elle est incompétente, mais elle se dit: «En fait, j'avais une chance sur 100 de tomber sur une psychiatre aussi incompétente, donc je vais en profiter pour avoir, tous les médicaments qu'il me faut pour dormir et voilà, jouer le jeu de la meuf, en fait, tester tout ce qu'elle veut me faire tester et en fait, c'est ça que j'ai trouvé drôle. On n'est pas avec, une ado naïve, on n'est pas avec une ado qui, essaie de s'en sortir, mais qui prend les mauvaises décisions. Là, on est avec une adulte en soi et cette adulte, vraiment rien ne va dans sa vie, rien ne va dans sa tête, rien ne va. Mais elle sait que rien ne va et elle plonge quand même tête la première en fait, dans la merde et elle se dit: «Beh, peut-être que par un concours de circonstances, elle pourra en tirer quelque chose de bénéfique, vraiment entre guillemets, pour elle».
Donc finalement, même s'il ne se passe pas grand-chose dans ce livre, j'ai beaucoup apprécié parce que tout se passe dans les interactions entre les personnages. Donc on a sa seule amie, dont j'ai oublié le nom, qui est aussi, bah, sa meilleure amie et sa pire ennemie. On a son copain, mais vraiment «copain» entre gros guillemets, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelle, mais c'est pas du tout son copain, parce que le gars, il lui donne l'heure uniquement quand il rompt avec, ses copines officielles, donc c'est-à-dire il casse avec une meuf et il va l'appeler pour dire: «Ouais, ça te dit, on se voit?» mais c'est vraiment ça le schéma de leur couple et elle sait que c'est pas bien, mais elle s'en satisfait et en fait, elle est entourée vraiment de personnes qui ont tous besoin de consulter, mais qui le font pas et des fois, tu as des conversations qui sont tellement what the fuck, des situations et des conversations, tu te dis: «Mais ça n'a aucun sens» et tu te dis: «Bah, finalement, peut-être que le personnage le plus sain d'esprit dans ce livre, bah, c'est la protagoniste». Alors que je rappelle, cette meuf, elle se dit qu'elle va hiberner pendant 1 an, elle va faire une pause de sa vie pendant 1 an et si ça fonctionne pas, elle va se suicider. Ça, c'est le personnage le plus sain de ce livre, ça n'a aucun sens. Mais même si j'ai bien rigolé, je me suis rendu compte à partir d'un certain moment que j'étais dans l'attente d'un rebondissement qui venait pas et que je tournais un peu en rond parce que, bah, le personnage principal hiberne, OK, mais du coup, elle voit rien et elle vit rien, en fait. Enfin, c'est vraiment on est dans son appartement, même dans son lit, les 85 du livre et du coup, à un moment, bah, je me suis dit que son personnage n'évoluait pas tellement alors que j'aurais voulu, bah, la voir évoluer au moins sur le dernier quart du livre et j'ai pas du tout été surprise, dans cette dernière partie et pire encore, j'avais l'impression que les scènes finissaient par se ressembler. Donc ça devenait un peu redondant. Ce qui m'a aussi pas mal déçue, c'est que finalement, pendant tout le livre, on traite de dépression, comme je vous le disais et on en rigole, mais finalement, on rentre pas du tout dans le vif du sujet. Par exemple, j'aurais bien voulu qu'elle se questionne pour savoir si la stratégie qu'elle a pour sortir de la dépression est la bonne, est-ce que ça fonctionne? Et qu'elle se questionne aussi sur ce qui la met, dans cet état et qu'elle creuse un peu tout ça et qu'on l'accompagne finalement dans son cheminement, mais c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans le livre. En fait, j'ai trouvé qu'on restait, dans l'humour noir, dans l'aspect borderline et dans l'aspect un peu ridicule et du coup, ce que je retiens, c'est que c'est un roman humoristique, OK, mais je retiens surtout que c'est un roman qui est très superficiel. C'est un peu triste. J'ai quand même mis 4 sur 5 à mon année de détente et de repos. Je pense que je suis vraiment la cible pour ce type de livre, c'est-à-dire, un livre avec de l'humour noir, avec un sujet qui est assez important, assez grave et des personnages qui sont totalement à la ramasse. Mais voilà, la seule chose qui m'a dérangée finalement, c'est qu'on creuse pas plus le sujet de la dépression. Et pour finir, j'ai lu La petite dernière de Fatima Das. Là encore, c'est un livre que j'avais pas mal vu à sa sortie, sur les réseaux sociaux et je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce que j'ai lu. Donc c'est une autofiction dans laquelle on va suivre, Fatima Das. C'est, la petite dernière de sa famille et contrairement à ses parents et à ses sœurs, elle est née et elle a grandi en France. J'ai plus la ville dans laquelle elle grandit, mais il me semble qu'elle grandit dans le 93. Donc elle se sent déjà en décalage, avec les membres de sa famille parce que, bah, ils ont pas grandi au même endroit, ils ont une culture et une vision du monde qui est assez différente et ensuite elle nous explique qu'elle est, d'origine algérienne, qu'elle est musulmane et qu'elle vit en banlieue. Donc là aussi, elle se sent un peu différente de, bah, du français lambda finalement et ensuite, dernière couche de différence, elle comprend qu'elle est pas juste, un garçon manqué, mais qu'elle est lesbienne et ça rentre en totale contradiction finalement avec l'environnement dans lequel elle grandit et ça rentre aussi en contradiction avec sa religion. Donc en fait, dans ce roman, bah, il y a que des contradictions. On a plein d'éléments qui, à première vue, ne s'emboîtent pas, ne vont pas du tout ensemble, que la société ne veut pas voir, aller ensemble, mais c'est des éléments qui définissent Fatima. Du coup, le roman, il est clairement brouillon parce que Fatima se cherche. C'est un roman que j'ai vu un peu comme un journal intime. Elle se confie avec, beaucoup d'honnêteté et elle parle de ses peurs, elle parle de comment elle voit la vie, de comment elle se voit grandir et cetera. Donc ça part dans tous les sens. Clairement, ça part dans tous les sens, mais à la fin, on sait quand même 3 choses. Déjà, on sait qu'elle s'appelle Fatima Das parce que, beh, elle le répète à chaque fois. Littéralement, elle le répète, il me semble à chaque début de chapitre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres dans ce livre, donc vous allez voir ce prénom apparaître très souvent. Je pense que c'est la seule chose dont elle est sûre et du coup, elle veut pas qu'on l'oublie. Deuxième chose qu'on sait en fermant ce livre, c'est qu'elle essaie de comprendre comment être une personne queer et être une personne religieuse.
C'est un thème qui la travaille beaucoup et c'est peut-être, je pense, le thème principal de ce livre. En tout cas, moi, c'est un thème qui m'a beaucoup touchée et troisième chose, que j'ai appris en lisant ce livre, c'est qu'elle fait partie de la liste des adultes que j'appelle non fonctionnels. Du coup, je me sentais assez proche d'elle. Elle cherche vraiment sa place encore dans ce monde alors qu'elle a déjà une petite vingtaine, peut-être même une bonne vingtaine et elle veut pas être un stéréotype, même si elle sait qu'à certains moments de sa vie, elle a participé à renforcer, certains préjugés, mais elle veut quand même réussir à conjuguer toutes ses identités pour, être, Fatima Das quoi, le point numéro un qu'elle sait et qu'elle veut nous faire comprendre. Après la seule chose que je peux peut-être reprocher au livre, c'est la façon dont elle parle de ses relations familiales. On comprend assez rapidement qu'elle s'entend pas trop bien avec son père, même qu'elle lui parle plus du tout et que les relations avec sa mère et avec ses sœurs sont assez compliquées. On sait que ça la travaille, surtout qu'on commence et qu'on termine le livre avec sa famille. Mais finalement, elle va plus nous parler de ses relations amoureuses et amicales que, de ses relations familiales. Du coup, je suis un peu restée sur ma faim par rapport à ce point. Bref, j'ai mis 3 sur 5 à la pied dernière. C'est un livre qui se lit très vite. J'ai trouvé que c'était très touchant et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes finalement qui jonglent entre plusieurs identités. Juste voilà, si vous le lisez, faut pas avoir peur des répétitions parce qu'elle va vous donner son prénom peut-être 100 fois. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé, comme ça on continue la discussion dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss!